Je suis ravie de te retrouver là aujourd'hui. Ouais, moi aussi. De ces rigolades de préparatifs, de mise en place, de juste dire bonjour en fait. Pourquoi veux-tu dire bonjour? Nous vous disons bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce podcast qui s'appelle Les Les fêlés du fêlés du système. système. C'est ça. Parce qu'on est fêlés. Et Ah, qu'au final, il fallait que ça sorte avec notre vibe. et puis c'est notre système de faire ça comme ça et d'y aller, quoi. On n'hésite pas. On laisse nos peurs au placard et on fonce. C'est ça. C'est exactement ça. Donc on a créé ce podcast Les fêlés du système. Où on va parler de différents types de fêlures. Parce qu'on est aussi fêlés dans le terme on est folle, mais aussi dans le terme on a été fêlés par la vie. C'est ça. On est aussi des petites fées, Ouais. faut le dire. Et le système... Le système aujourd'hui est fêlé, il a des vraies failles. Totalement. Et qu'on on est Anti-case. anti-case. Pas anti-système. Ouais. Anti-case. Anti-case. On n'est pas fait pour rentrer dans des cases. Il ne faut pas surtout. Parce que c'est pas on n'est pas fait, c'est qu'il ne faut pas rentrer dans des cases. Oui, on s'épuise C'est ça. quand on veut rentrer dans des cases. Et c'est pour ça qu'on a créé ce podcast pour toutes ces raisons-là, pour amener un peu de joie, un peu de simplicité dans la vie, pour pouvoir discuter de tous les thèmes. En fait, on va pas rester juste uniquement sur nos thèmes de prédilection sur le travail. Mais de toute façon, toutes les deux, on est gourmandes de découvertes. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va faire... Moi, j'ai plusieurs formations à mon actif et toi aussi de ton côté. Même si je suis formée à des choses que je ne pratique pas aujourd'hui, je trouve que cette soif de découverte et d'apprendre auprès de d'autres personnes qui vont, semaine après semaine, Oui. venir nous accompagner et se présenter et nous apprendre de merveilleuses choses, je pense que c'est ça aussi. On est vraiment gourmande de tout ça. C'est ça. Et du coup, sur ce podcast, on voulait vous apporter un peu de nos univers à toutes les deux, mais également inviter des personnes neuroatypiques qui ont réussi, des personnes qui sont dans la différence. Dans l'authenticité aussi, je trouve ça important de le préciser, parce que c'est dans leur différence ressort leur personnalité brute et de ne pas vouloir se conformer. C'est ça. Et c'est déjà pas mal. On va aussi recevoir des professionnels, parce que je pense qu'ils ont aussi leur mot à dire, parce que pour beaucoup, ils sont aujourd'hui sous l'eau, essoufflés de ce système qui a des vraies fêlures. Et c'est vrai que c'est... On le prend à la rigolade aujourd'hui sur beaucoup de sujets, mais je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui sont aussi importants à traiter et à mettre en lumière aujourd'hui. Et aussi, ça peut être des témoignages de parents, de familles, de professionnels, comme tu le disais, de l'enseignement, De la santé. de la santé. Vraiment, en fait, je pense que ce podcast, il est un peu comme nous, intégrative. Mm. Donc, bienvenue à vous. Bienvenue chez les fêlés du système. Ne cherchez pas à avoir un début et une fin à ces podcasts. Il n'y en aura Il pas. n'y en aura pas. Ne cherchez pas à avoir une logique dans les interventions, parce qu'en fait, on veut vraiment cibler toutes les multipotentialités de chacun, et on veut vraiment partir sur aller fouiller et fouiner dans un peu tous les profils. Donc, il y aura pas de thématique clé. La seule thématique clé, c'est se libérer et oser. Exactement. Mais t'as tout dit. Merci. Ouais. Alors maintenant, j'aimerais que tu te présentes, Sam. Donc moi je suis Samantha Ruiz, je suis énergéticienne, cartomancienne, donc je fais vraiment toute la partie énergétique, libération karmique, libération transgénérationnelle. Je vais vraiment travailler sur les énergies visibles et invisibles, parce que nos corps physiques sont aussi énergie. Je suis donc cartomancienne, mais pas dans la voyance, c'est vraiment pas un aspect qui me plaît et qui m'attire. Je suis aussi formatrice. J'ai créé une formation sur le pendule, je crée une formation là sur l'énergétique. Je suis conférencière, mine de rien. Je suis maintenant podcasteuse. Et oui. Ne l'oublions pas. Mais après, voilà, c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes, surtout que j'ai été coiffeuse pendant plusieurs années. J'ai eu un virage vraiment radical il y a 2 ans. Suite à la naissance de ma fille, en fait, j'ai vendu mon entreprise, j'ai complètement changé de voie. J'ai vraiment eu envie d'un renouveau dans ma vie et de sortir des cases. Donc c'est pour ça aussi que ce podcast me tient à cœur, parce que c'est vraiment une partie de ma vie qui m'a permis en fait de révéler plein de choses sur moi, mais aussi sur mon entourage, de faire un tri énorme. Et en fait, c'est vraiment ça qui m'a emmenée là. Aujourd'hui, je suis donc dans l'énergétique, dans la cartomancie, mais pas du tout dans cet esprit voyance, dans cet esprit... Alors, je suis médium, mais je ne suis pas dans cette notion de revendiquer la médiumnité,
telle qu'elle peut être associée aujourd'hui, tout comme il y a une relation toxique avec la voyance. Moi, j'ai vraiment envie que ça serve de tremplin, que ça serve de moteur, mais qu'à aucun moment ce soit le point central de la vie de quelqu'un. Ouais. Toujours être dans cette notion de je veux me servir des cartes, je veux me servir de l'énergétique, je veux me servir de ça pour m'élever, mais à aucun moment je veux me servir de ça pour que ça dirige ma vie. Il faut vraiment partir sur cette notion de reprendre son pouvoir, et c'est vraiment ce que je veux amener jour après jour dans mes accompagnements. En dehors de ça, je fais aussi de la formation. Je trouve ça important de rendre son pouvoir à la personne. Aujourd'hui, on est tous en capacité, on a tous de l'énergie en nous, on est tous en capacité de reprendre notre pouvoir, et c'est vraiment ce que je veux apporter aux gens. Oui. Alors c'est ça que j'ai adoré chez toi et qui m'a réconcilié avec ton domaine. C'est ce côté libre arbitre qui fait qu'on est... Enfin, pour toi, ce ne sont que des outils, au même titre que la zoothérapie pour moi, donc l'utilisation des animaux, l'utilisation de l'hypnose, du systémique, ce ne sont que des outils qui viennent accompagner, mais le principe même, c'est vraiment d'avoir son propre jugement et de l'affiner, de le travailler et non d'être dépendante de nos outils. C'est ça, c'est vraiment de dire aujourd'hui, en fait, on a un levier, on tient la main à la personne pour lui dire voilà les chemins qui peuvent s'offrir à toi, mais à aucun moment on ne tire la personne vers un chemin. Libre à elle de dire ben, j'ai besoin de te tenir la main pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, puis un jour, ok, je prends mon envol et j'y vais toute seule. Ou à la fois cette notion de dire en cas de gros coup dur, je peux avoir un point de repère, mais un point de repère qui sera non jugeant, mais qui sera aussi non directif. C'est-à-dire que oui, ok, je peux te montrer là les chemins qui s'offrent à toi, je peux être ton encre à l'instant présent, mais à aucun moment je vais te dire il faut absolument que tu fasses ça. Il n'y a pas d'absolu. Et il n'y aura jamais d'absolu. Non. On est tous maîtres de notre vie. Mais voilà, pour moi, il y a vraiment cette notion, sortir de ce triangle de Cartman qui est le fameux triangle du sauver, sauveur et bourreau. Et en fait, on n'est pas des sauveuses. Non. Les personnes qu'on accompagne ne sont pas non plus des... Ils ont pas besoin d'être c'est sauvés. ça, ne sont pas des personnes qui sont enfin, il peut y avoir de la détresse, mais encore une fois, je ne veux pas sauver une personne de la détresse. Elle doit vivre et traverser ce qu'elle a à vivre et traverser. Moi, je vais être juste là pour lui dire voilà les opportunités qui s'offrent à toi si tu décides de te reprendre en main. Mais c'est ça, on est là pour les accompagner, les guider, leur donner des clés. Mais après, c'est à eux de s'en saisir. Et en plus, on n'a pas les réponses, que ce soit toi ou moi, à la place de la personne. Encore une fois, il y a ce libre arbitre, il y a ce jugement de ok, j'ai envie d'y aller ou pas. Parce qu'on a droit, c'est aussi ok de pas vouloir avancer, de vouloir prendre ce moment de pause. Et de se dire, ok, la personne, ça lui appartient. C'est vraiment son propre travail, son propre chemin. On n'est pas là pour les sauver. Elles n'ont pas besoin d'être sauvées. Elles ont envie d'aller plus loin, d'améliorer leur confort de vie, leur bien-être émotionnel ou psychologique en ce qui me concerne. Mais du coup, c'est à elles de décider. Nous, on est juste là sur leur chemin à un moment donné. C'est ça. Et il y a aussi cette notion qui doit être importante. Euh, il faut que la personne, elle vienne d'elle-même. C'est ça. Il faut pas que ce soit une influence, il faut pas que ce soit quelqu'un qui lui dise tu as besoin d'aller voir quelqu'un et que la personne elle n'y croit pas ou autre. Parce que, alors moi en plus sur la notion énergétique, je vais pouvoir travailler pour, euh, pour aider les personnes et vraiment donner une impulsion. Mais si la personne elle n'a pas envie et qu'elle n'est pas là de son propre chef, ben, ce que je vais faire, ça va disparaître aussi vite que c'est arrivé. La personne, elle a vraiment besoin aujourd'hui de se reconnecter à elle, à ses intuitions et à quels sont mes besoins aujourd'hui. Mm. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui on a tous besoin d'être libérés, ok, le monde se porterait bien mieux, mais à côté de ça, euh, aujourd'hui à l'instant T, qu'est-ce qui fait que je vais prendre cette décision de vouloir aller mieux? Oui. Qu'est-ce qui fait que je vais prendre cette décision d'avancer? Si c'est parce que ma femme m'a dit qu'il fallait que, si c'est parce que ma mère m'a dit qu'il fallait que, ben ça ne fait aujourd'hui à l'instant T, qu'est-ce qui fait que je vais prendre cette décision de vouloir aller mieux? Oui. Qu'est-ce qui fait que je vais prendre cette décision d'avancer? Oui, mais tu vois, au même titre, moi je travaille aussi avec des enfants du coup, donc qui eux n'ont pas forcément choisi de venir. Et je fais toujours 1 à 2 séances de découverte. Et si l'enfant, au bout de 2 séances, ne veut toujours pas
venir. Déjà, moi, je travaille que sur le consentement, que ce soit celui de mes animaux ou celui des bénéficiaires. Et si l'enfant n'a pas envie de participer, moi, ça, ok, c'est un espace safe où tu peux venir et juste être là. Mais si au bout d'un moment, il manifeste son envie de non, je veux pas faire, je veux pas, et ben, je suis obligée de dire aux parents, écoutez, revenez quand il aura envie. Là, c'est pas pour lui. Enfin, je suis peut-être pas la bonne personne pour l'accompagner ou vous accompagner sur votre chemin. L'efficacité sera pas la même de toute façon. Et non, Et mais le bénéfice, en fait, ne sera pas là. Et c'est pas juste aussi pour l'enfant mm, de vouloir le pousser à régler des choses qui ne sont pas encore complètement assimilées et comprises. Mais tout comme c'est pas juste en tant qu'adulte de vouloir régler des choses qui ne sont pas toujours comprises ou assimilées. Et parfois, il faut le temps de se dire pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi j'ai traversé ça, qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui. Ok, j'ai envie de passer outre ça et d'aller mieux. Mais il faut que ce soit une vraie prise de conscience. Et du coup, tout ça mis bout à bout fait qu'en fait, moi-même, j'ai plusieurs facettes. Et j'ai envie d'aller creuser chez les gens et qu'ils arrêtent de vouloir être qu'une seule face lisse, toute mignonne, toute parfaite. Et j'ai envie en fait qu'on aille creuser tout ça et qu'on voit qui on est réellement, quoi. ouais. Et toi, qui tu es réellement, Isabelle? Que fais-tu dans la vie? Pourquoi es-tu ici avec moi? Oh. Et ben alors, moi je vais commencer à poser les choses tout de suite. Je suis TDAH, HPI, HPE, dyspraxique. Donc je fais tout tomber. Donc vous étonnez pas si je fais tomber le décor. Et je suis également maman de 2 super ados, maintenant des grands ados. Et en fait, tout au long de ma vie, les animaux m'ont accompagnée et m'ont tellement accompagnée que j'en ai fait mon métier principal qui est zoothérapeute. Je travaille avec mes animaux, donc mes animaux sont mes collaborateurs. Je suis également thérapeute spécialisée dans les neuroatypies, comme le TDAH, le HPI, donc au potentiel intellectuel, émotionnel, tout ce qui va être les 10, comme la dyslexie qu'on connaît plus particulièrement, mais il y a aussi la dyspraxie, la dyscalculie, la dysorthographie, bref, vous l'avez compris, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le trouble de l'opposition, donc autant chez les enfants, chez les parents et les adultes. Ces neuroatypies, en fait, je les ai découvertes dans le parcours de mes enfants, que ce soit scolaire, les médecins, les thérapeutes. Et du coup, j'ai allié les deux, les animaux et l'accompagnement de ces enfants, aussi de ses parents dans ces démarches qui sont un combat horrible. Donc en fait, c'est vraiment ta vie qui t'a inspiré ton métier. Oui, et ben en fait, je me suis aperçue parce qu'en 2021, j'ai fait un burn-out suite à la remontée de trauma. Et je me suis aperçue à ce moment-là, en fait, que la zoothérapie m'a accompagnée depuis mon enfance. Que depuis mon enfance, en fait, je fais sans le savoir de la zoothérapie. Et du coup, suite à ce burn-out, j'ai mis du sens. Ça faisait plus de 10 ans que je cherchais comment allier les animaux et ces neuroatypies. Et en fait, ce burn-out m'a sauvé la vie, vraiment, et m'a permis de mettre du sens dans tout ça et de me former et d'y mettre alors le côté vraiment professionnel, thérapeutique, aller aider les autres. Euh, mais j'ai toujours fait ça. Mais c'est fou comme on a des parcours totalement différents, mais qui se retrouvent sur un point, c'est-à-dire que moi, c'est la maternité qui m'a complètement changée et qui m'a fait me rendre compte de ce que je pouvais faire, parce que c'est des choses que je faisais déjà, mais que je me voilais la face parce que la peur prenait le dessus. Et en fait, aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus vivre dans cette peur. J'ai décidé que la peur ne contrôlerait plus ma vie et que les personnes ne contrôleraient ma vie, hein, que ce soit la peur ou une personne en particulier. Et c'est vrai que la maternité m'a changée. Et toi, du coup, c'est pareil, c'est qu'il y a eu un déclic qui t'a Oui, fait te rendre compte que... je voulais pas que mes enfants vivent les mêmes traumas que moi. Je voulais les libérer de ce manque de confiance énorme que j'avais en moi, mais aussi de ces croyances que la vie c'est difficile, il faut travailler dur tout le temps pour y arriver et ce manque de profiter vraiment des choses simples de la vie. En fait, on en profitait, mais quand tu mets du recul sur tout ça, il n'y avait pas cette notion de gratitude.
Tu vois, j'ai toujours vécu simplement, mais il n'y avait vraiment pas cette notion de gratitude. Et là, j'ai pris conscience que je voulais que mes enfants ne subissent pas tous ces schémas familiaux et sortent vraiment de tout ça. Mais de toute façon, on fait souvent les choses différemment quand on devient parent. Parce que moi, je me suis toujours dit, c'est pareil, j'étais coiffeuse pendant des années, j'ai eu 8 ans mon salon de coiffure, et je me suis toujours dit, la coiffure, c'est fait pour moi, c'est vraiment, c'est mes tripes, c'est mon énergie, c'est ma vie. Et le jour où je suis devenue maman, je me suis dit, mais en fait, tes priorités sont ailleurs. Comment allier, en fait, certaines choses, et c'est surtout, comment aller dire à ton enfant, tu peux tout faire dans la vie, si toi-même tu te prives de faire certaines choses par rapport au regard des autres, ou parce que ça rentre pas dans les cases, ou parce que oui mais j'ai choisi telle voie donc il faut que j'aille au bout dans cette voie parce que c'est ce que j'ai choisi et que on attend de moi que j'aille au bout là-dedans. Et en fait je me suis dit comment tu veux inculquer à ton enfant qu'il faut qu'elle reste alignée toute sa vie et si cet alignement passe par le changement d'un emploi, quitter une relation, quitter une ville, si toi-même tu n'es pas en capacité de le faire, parce que tes peurs te retiennent et que tes croyances limitantes te retiennent, ça ne marchera pas. Donc en fait, c'est vraiment le déclic quand je me suis dit, mais j'ai tellement envie qu'elle puisse accomplir tout ce qu'elle veut, que moi, il faut que j'accomplisse tout ce que je veux. Ouais. Bah, tu vois, ça me fait penser que moi, en fait, c'est quand j'ai commencé l'accompagnement des enfants, et du coup, bah, les réseaux sociaux, parce que bah, je suis partie de la génération où c'est pas inné d'aller faire des publications. Donc quand j'ai ouvert le cabinet et qu'il a fallu faire des publications et que j'ai vu le reflet que ça me donnait de moi-même et je me suis dit, mais enfin, c'était d'une violence, mais vraiment, hein, j'ai été terriblement violente avec moi et je me suis dit, mais attends, tu peux pas accompagner des gens, des enfants, parce que c'est toute la base de mon accompagnement, tout ce que je fais avec les animaux ou pas, hein, avec le reste des outils, c'est vraiment aller vers la confiance et la connaissance de tes compétences. Et je ne peux pas m'infliger ça et prôner auprès de mes enfants et des gens que j'accompagne cette confiance en soi, cette estime de soi. Parce que là, on est au-delà de la confiance en soi, on est vraiment sur l'estime de soi. Et c'est ça qui m'a ouvert au plus gros travail de ma vie, je pense. Même si elle est loin d'être finie. Le travail sur nous, je crois qu'il est jamais fini. Je crois qu'on Quand y tu arrivera. ouvres la porte, il y a toujours une porte derrière. Ouais, mais par contre, ce que j'ai remarqué, pour vous donner un peu de courage, c'est que plus tu en ouvres, plus tu arrives à identifier rapidement ce qui bloque après et plus tu vis dans la paix, quand même. Même si des fois, tu as toujours envie de dire l'univers, la vie, je sais pas comment tu veux l'appeler, tu l'appelles comme tu veux, parce qu'ici, on ne met pas de religion, de dimension. Après, je t'expliquerai pourquoi moi je suis venue vers Samantha et ce qui a fait que je lui ai fait confiance. Mais on n'y met pas ce côté. On n'y met pas une case, encore une fois. C'est ça. Et donc, je sais pas comment tu veux l'appeler, mais des fois, on a envie que ça s'arrête et dire c'est bon, j'ai assez pris de camion dans la figure là, j'ai compris la leçon. Est-ce que tu peux adoucir un petit peu le système là C'était peut-être pas des camions, c'était peut-être juste le petit caillou encore. Mais du coup. Oui. Non, mais je veux dire pour certains, parce que certains pensent que c'est des montagnes, et en fait, quand tu prends du recul, tu te rends compte que finalement, c'était pas une montagne, c'était juste nécessaire. Oui, et c'est un peu comme mon burn-out où j'ai dit voilà. que vraiment, hein, ça fait bizarre parce que je le souhaite à personne ce burn-out. Parce que c'était tellement violent, je sortais pas de mon lit. J'ai perdu 11 kilos en 3 semaines. Le thé glacé m'a sauvé la vie. Littéralement parce que c'est le seul ingrédient qui rentrait dans mon corps, le seul aliment. Et encore, aliment, c'est une boisson. Je pouvais vraiment plus rien faire et je m'étais fixée comme je me souviens à quel point c'était important pour moi comme objectif, c'était d'aller prendre ma douche tous les jours. Parce que je me suis dit, si je vais pas prendre ma douche, je vais être classée cas sociaux. Et à un moment donné, même ça, c'était trop dur. Et je le souhaite à personne parce que c'était violent. Et pour autant, et bah vraiment, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a ouvert les yeux et je vis ma meilleure vie, même si elle est jalonnée de plein de choses, depuis ce jour-là. Enfin, depuis que... Depuis que tu as rebondi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça m'a permis aussi d'ouvrir donc tout ça, là, tout ce burn-out, mais aussi tout le travail que j'ai fait là depuis 3 ans et demi. Ça m'a permis aussi de libérer la parole et de dire, ok, maintenant,
Je veux aller vers la conférence, donc je suis devenue conférencière. J'ouvre la parole aux autres, je fais comprendre aux gens qu'on n'a pas besoin de ce diagnostic pour apprendre à les comprendre notre fonctionnement, que peu importe qu'on pense ou pas être neuroatypique, on a tous un fonctionnement différent. Et ce fonctionnement-là, c'est pas un boulet, c'est vraiment, quand tu le connais et que tu sais l'utiliser, c'est vraiment une force. Voilà, j'ai eu envie de le faire comprendre à plus de gens parce que c'est tellement, ça change une vie. Et diffuser la bientraitance dans les institutions, chez les professionnels qui ont la plupart du temps cette volonté-là, mais qui n'ont pas les outils pour. On partait de la notion qu'on ne mettait pas de cases et de titres sur ce qui nous emmenait à traverser nos chemins. Mais que du coup, bah, tu l'as très bien résumé avec ton parcours de vie, c'est que du coup, peu importe ce qui t'emmène là où tu dois être et là où tu es, c'est qu'il y a une bonne raison et qu'il y a quelque chose à vivre. Exactement. Merci. Non mais c'est ça, c'est vraiment, ça relie le point de départ de cette discussion qui est un peu déviée, mais c'est cette notion aujourd'hui de arrêter de vouloir des fois trouver sens dans l'immédiat, parce que le sens il va peut-être pas être hop, ah ben ouais, je suis en train de faire une dépression parce que non en fait. Des fois tu vas t'en rendre compte 1, 2, 3 ans après. Ah mais non, mais clairement, hein, quand t'es au bout du bout, tu te dis pas je vais faire quelque chose de grandiose. Hein. Non mais c'est ça. On est d'accord. C'est ça. On est humaines toutes les deux et on a beau prôner tout ça, on est aussi à des moments en train de pleurer, et il faut pleurer, il faut accepter de pleurer, même si des fois t'as l'impression d'être ridicule, tant pis, c'est que ça doit sortir. L'émotion, c'est la clé de tellement de libération. Et beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont du mal à avancer, c'est qu'elles n'écoutent pas leurs émotions. Non. Non, et moi j'ai eu tendance à vouloir être en force dans beaucoup de choses et également dans ma thérapie pour sortir de ce burn-out allez, c'est bon, vas-y, je suis prête, j'y vais. Et c'était trop dans la violence. C'est ça. Et même dans le prendre soin de toi, j'étais dans la violence de ok, mais c'est bon là, ça fait 6 mois que je me repose. On peut peut-être. Bah non, en fait. Il y a une différence. J'ai lu un article dessus pas plus tard qu'hier. Tu as beau faire 10 siestes par jour. Si ton cerveau n'est jamais en paix, les 10 siestes ne seront pas efficaces. En fait, il faut vraiment être dans une étape de recul pour être dans une vraie étape de repos. Il y a des personnes qui n'arrêtent pas de toute la journée, mais qui sont tellement en paix avec ce qu'elles font, leurs émotions, leurs énergies, que du coup elles savent dans quoi mettre vraiment leur énergie et dans quoi déléguer et dans quoi... Qu'en fait, leur rythme, il nous semble hyper haut, alors qu'en fait non, c'est juste qu'elles ont appris à s'écouter, à canaliser leurs besoins et à savoir où mettre des priorités. Là où nous on veut tout rendre prioritaire, là où nous on veut tout faire en accéléré, non mais c'est vrai, on est pareil toutes les deux. Nous on veut que tout aille, que tout marche, que tout... on y va peut-être même des fois de front. Moi j'ai un peu changé là-dessus. Et notamment, tu vois, je parlais de comprendre son fonctionnement. Et notamment encore ce week-end où j'ai passé le week-end à être au service des autres parce que c'était choisi et volontaire. À accompagner tout le monde. À un moment donné, tu vois, le matin, le deuxième matin, je me suis levée et je savais que j'ai pas eu mon moment. En fait, je me suis levée je me suis rendormie. Donc j'ai eu du retard et j'ai pas eu ce moment où j'ai pu recharger ma batterie sociale sans personne. Et tu vois, je l'ai senti sur toute la moitié de la journée. Et le fait d'avoir appris à fonctionner, à un moment donné, j'ai dit ok, non, là je peux pas fonctionner, ça m'a. Mais vraiment littéralement épuisée. Hein. Plus que le fait de ne pas dormir parce que tu sais que je dors pas non plus énormément. J'aime savourer chaque instant et je me suis retirée. Et il m'a fallu juste en fait 10 minutes. 10 minutes de vide, en fait, sans personne pour rentrer dans mon cerveau. 10 minutes et c'est parti. Je suis repartie pour toute la journée. Mais c'est vraiment cette notion où moi je vois il y a des périodes, j'ai beau dire ok, je fais rien, comme du coup je suis en train de penser à tout ce que je devrais être en train de faire et autant que je perds, au final mon temps de repos n'est pas bénéfique. Parce qu'en fait, c'est un temps de repos où tu rumines quand même. C'est ça. Donc c'est là en fait où je trouve que c'est important quand on prend des temps de repos ou des temps pour soi, que ce soit des vrais temps de déconnexion. Ouais. Si tu prends un temps de déconnexion où tu penses à ta liste des courses, à qu'est-ce qu'il faut que je fasse, au montage de ça, au truc, au machin, en fait au final, tu es dans
hyper pensée aussi, et du coup tu n'es pas du tout dans la phase de repos. Et là, du coup, je voudrais donner un petit tips parce que c'est difficile pour tout le monde de vider son esprit et encore plus pour les neuroatypiques que nous sommes, hein, si peu. En fait, le cerveau ne s'arrête jamais. Et en l'entraînant, au fur et à mesure, on accepte qu'on a ces pensées, on les laisse passer dans le cerveau, c'est un peu abstrait là, mais on les laisse passer dans le cerveau. C'est comme la méditation, ce que tu dis. Mais c'est de la méditation. Enfin, ouais, c'est la base pour pouvoir vider, en fait. À force de laisser, d'accepter qu'on les a et les laisser passer, on arrive à vider de plus en plus son esprit. Mais on pense, tu vois, à la méditation par exemple, on pense que le but de la méditation, c'est de vider son esprit. Mais c'est pas ça. C'est d'apprendre à accueillir sans juger. Voilà, et de prendre ce temps à se reconcentrer sur soi. Et en tant que neuroatypique, c'est vraiment avec notre cerveau en arborescence là, c'est vraiment. C'est pas toujours simple. Alors moi, mon tips, qui n'est que le mien, et je pense celui quand même de beaucoup de personnes, c'est l'écriture. Ouais. Quand quelque chose revient 2 fois, dans les 10 minutes, un quart d'heure, c'est qu'il faut que je le note, parce que c'est quelque chose qui va revenir en mode j'ai peur d'oublier, j'ai peur de passer à côté de quelque chose. J'ai 800 000 idées à la seconde. Donc en fait, c'est vraiment cette notion de je note. Et comme j'y reviens plus tard, il y a des idées où je me dis en fait non, ça sert à rien, c'est nul. Et à côté de ça, il y a des idées où je me dis ah ouais, ça il faut que tu creuses et que tu développes. Et le fait de les écrire, déjà je rumine pas. Mais tu vides ta charge mentale en fait. J'y reviens après et j'y reviens avec un œil neuf. Parce que quand on a des cerveaux comme les nôtres, dans l'euphorie, on voudrait devenir présidente pour réformer la France. Oui. Mais dans la réalité le des monde, faits, le monde, la France, c'est pas suffisant. Tout le capitalisme. Mais dans la réalité des faits, c'est pas du tout possible. Dans la réalité des faits, en fait, il faut aujourd'hui qu'on se dise, ok, je veux mener un combat, mais je veux mener un combat qui soit utile et efficace. Pas brasser du vent. Je suis pas une éolienne posée sur une montagne, quoi. Je veux que, Bah, ça en tout cas, avance. t'es pas discrète si t'es une éolienne sur une montagne. Non, mais je veux que ça avance et je veux que ça avance de manière efficace. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on a tellement d'idées, on a tellement d'envie, on a tellement aussi de. Alors, je veux pas dire colère parce que c'est pas de la colère, mais pour moi, mon émotion, c'est de la frustration des fois. À certains moments, cette frustration de te dire oh, putain, mais moi, si j'étais ministre de l'Éducation, mais je mettrais des coups de pied là-dedans et l'argent il irait au bon endroit. Si j'étais ministre de la Santé, ça irait au bon endroit. Et sauf qu'en fait, eh ben, on se rend compte que déjà, j'ai pas envie de le faire. Être ministre, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas non plus l'énergie. Mais par contre, je me dis, si je peux, à mon échelle, sensibiliser les gens pour que de eux-mêmes, ils fassent attention au système, ils fassent attention à comment ils organisent les trucs, je me dis, j'aurais déjà gagné quelque chose. Bah, tu vois, je te rejoins. Mon but à faire des conférences, c'est de rallier les gens. Hier, je disais, ma volonté, c'est de changer le monde et je me suis très vite repris en disant, non, en fait, je veux pas changer le monde. Je veux rallier les gens dans le mouvement. Dans, ok, on y va, on impulse et on change ce qui ne convient pas, on change ce système anormal. Mais c'est vraiment le but aussi de ce podcast, c'est de pas partir que sur la cible du on va taper sur le système de santé, on va taper sur le médical, on va taper sur les gens qui n'écoutent pas leurs besoins ou leurs ressentis, on va taper sur les on gens tape qui sur personne d'ailleurs. Non mais c'est ça. Le but en fait de ce podcast, c'est vraiment de dire OK, nous on va voir les points forts parce qu'il y a énormément de points forts, mais aussi on va venir voir les failles du système. On va venir voir toutes ces fêlures internes qu'on peut avoir chacun de notre côté. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de il faut qu'on arrête avec la concurrence. Quand je parle de concurrence, c'est tout type de concurrence. La concurrence professionnelle, la concurrence féminine, la concurrence individuelle. Moi, si je suis en concurrence avec quelqu'un, c'est avec moi-même. Faire mieux demain que celle que j'étais hier. Ouais. C'est pas faire mieux que la voisine ou faire mieux que telle personne. Et pour moi, justement, dans l'autre, même dans une autre personne qui aurait la même profession que moi, avec la même approche, on n'a jamais la même approche. On n'est jamais 100% identique. Alors, et puis même si on a la même approche, on n'a pas la même énergie. Oui, non, mais c'est ça. On est chacun, ouais. Et moi, j'ai juste envie de rajouter aussi que on dit ensemble, enfin, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et c'est en mettant chacun
humblement sa petite pierre à l'édifice qu'on ira changer tout ça. C'est ça. C'est pas j'en ai longtemps voulu à ce système et voulu aussi alors je vais parler, mais on y va, hein. J'ai voulu tout défoncer. Dans ce système foireux, des failles, il y en a beaucoup dans ce système qui maltraite ses professionnels. L'institution maltraite ses professionnels, maltraite les bénéficiaires. Donc on est tous consternés par ces maltraitances. Et j'ai voulu longtemps tout défoncer. Et je me suis rendu compte déjà que ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup trop, et que en s'y mettant ensemble, chacun avec ses compétences, avec ses forces, on irait beaucoup plus loin et en plus on ferait quelque chose de beaucoup plus doux pour tout le monde. Mais c'est vraiment cette notion de tu parles seul, ta voix elle va porter à une certaine distance, mais si on est plusieurs à parler, si on est plusieurs à dénoncer, si on est plusieurs à mettre en lumière, si on est plusieurs à apporter des solutions, parce que c'est bien beau de dénoncer, oui. Mais si derrière tu apportes pas des clés ou des pistes, tu fonces droit dans le mur aussi. Je trouve que c'est important de s'unir. Et puis il y a aussi cette notion de on peut récupérer des forces chez tout le monde. Ouais, tu vois, j'allais te dire le cerveau collectif. C'est exactement, mais c'est ça que j'aime quand on est ensemble. Ce cerveau collectif, mais à quel point il peut être puissant. Ah mais oui. Parce qu'à certains moments où tu vas avoir un coup de mou, tu sais que tu vas avoir des personnes à côté qui vont pouvoir te remotiver, qui vont pouvoir te redonner des pistes, des clés. Et en fait, si tu es seul dans ton coin et que tu mènes ton projet, si tu vas tête baissée, en fait, à un moment donné, tu es face à un mur et t'as personne qui va te dire, mais en fait, la porte, elle est juste à droite. T'as juste à tourner la tête et t'as la porte, elle est là. Mais toi, en fait, t'es tellement dans ton truc, quand t'es seul, que des fois, tu vois pas que les solutions, elles peuvent être hyper simples et tu te compliques la tâche. Alors qu'en fait, quand t'es plusieurs, chacun va venir apporter ses idées. Et il faut aussi la remise en question. Mais écoute, de toute façon, ce podcast, c'est juste la réalité et la continuité de... C'est la continuité de ce qu'on fait toutes les deux, en fait. Et là, en fait, on a envie d'introduire vraiment plein de personnes avec nous. Pour moi, il y a cette importance du collectif, il y a cette importance de se dire on peut tellement s'apporter les uns des autres. Et l'essence même de ce podcast, c'est de dire on va aller chercher des personnes de milieux ultra variés, avec des vécus totalement différents, mais qui vont tous avoir leur importance. Et en fait, même je pense, il y a cette idéalisation. Oui, mais si j'étais riche, si j'étais plus maigre, si j'étais si... Oui, mais en fait, si tu prends une personne riche, qu'est-ce qu'elle te dirait si j'étais en meilleure santé, si j'avais des proches plus soutenants. Et je pense que le fait d'intervenir des personnes variées comme ça, c'est vraiment de se dire, ok, même des personnes qui, on peut penser qu'elles ont tout, elles ont vécu la merde, et c'est ce qui les a fait se relever, servir de tremplin. Ouais, et puis j'ai aussi envie de montrer cette notion, tu vois, du coup, d'échec. Ah oui. Elle est super importante et c'est Alice Catalino qui dit souvent, tu vois, Elon Musk, tous les grands pontes là, d'Apple, des grandes sociétés d'Amazon, ils ont tous vécu une tonne d'échecs, de refus avant qu'on leur dise oui. Dans ce format, tu vois, j'ai vraiment envie qu'on montre toutes les facettes et toutes les tranches de vie qu'il a fallu pour arriver à ces résultats. Tu vois, tu parlais en opposition. Souvent, dans mon monde de neuroatypiques, parce que j'ai dit que c'était ma spécialité, j'ai un peu l'impression qu'on met le neuroatypique en opposition avec le neurotypique. Alors non, clairement, on n'a pas du tout le même fonctionnement, mais il n'y a pas de mieux ou de pire. Qu'on soit normaux pensants ou TDAH, hypersensible, peu importe, qu'on ait tel ou tel fonctionnement, il n'y a pas de mieux ou moins bien. Il y a deux systèmes qui, quand ils cohabitent ensemble, on arrive à faire vraiment des grandes choses. Ah oui. Et effectivement, pour terminer, je te laisse le mot de la fin. Ah, on fait tous pipi et caca. Voilà. On va tous aux toilettes, on va tous finir entre quatre planches, ou brûlés ou sous terre. Et ça, en fait, j'ai envie de dire, à un moment donné, il faut qu'on redescende sur terre, quoi. C'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça que tu m'aimes bien. Oui. Faut que je vous raconte comment comment une thérapeute totalement cartésienne a eu sur son chemin
une énergéticienne, j'arriverai pas à le dire, vas-y dis-le. Cartomancienne. Cartomancienne, merci. En fait, faut que je vous raconte. Donc, j'ai eu une famille qui est venue à moi et la maman m'explique des choses. Le petit, j'ai des intuitions, mais je suis formée à ne pas écouter mes intuitions et plutôt à utiliser les faits qu'on m'amène et les faits qui se passent en séance et de pas, donc du coup je peux utiliser mes intuitions mais ne pas faire de suppositions. Cette même personne est une relation commune à nous deux et on se retrouve à un moment. De mon côté, je dirais même c'est une amie. Je suppose que de ton côté aussi. Oui, c'est devenu une c'est amie. devenu une amie. Mais du coup, à ce moment-là, en fait, on se retrouve dans le tram. Le tram à Montpellier. C'est ça. Suite à une sortie commune. Et là, moi, j'étais un petit peu à l'écart. J'étais pas juste à côté de vous, j'étais un petit peu à l'écart. Et je t'entends entamer cette discussion, cette fameuse discussion. Et tu parles, tu donnes des infos. Je scrolle dans le vide. Alors oui, faut savoir que des fois, tu parles avec Samantha et elle est là. Attends. Donc ça fait un peu bizarre. Et à ce moment-là, en fait, tu viens lui donner des infos et elle te dit non mais moi de mon côté, et moi dans ma tête je suis là. C'est pas toi. C'est au niveau du père. Bien sûr, hein, c'est dans ma tête. Et là j'entends Samantha qui dit à cette personne, qui lui dit non mais attends, c'est plutôt, je vois plutôt au niveau du papa. Donc tu vois, je fais bien comment tu fais. Ok, ok, donc ok, je suis d'accord. Et tu continues. Et élément par élément, elle dégomme tout ce que moi je ne peux pas dire puisque ça relève de mon intuition et que je pars sur des faits. Et elle arrive à la même conclusion que moi. En sachant que du coup, oui, toi, c'est un patient que tu accompagnes depuis plusieurs séances et que moi, c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu. C'est ça, c'est que le garçon en question, tu l'as même pas vu. Non, je ne l'ai pas vu. Et à ce moment-là, tu le connais pas, tu connais juste la maman. Et moi, j'ai perçu tout ça en une séance, mais je ne peux pas, en une séance, aller au bout du truc. Parce que ça serait pas professionnel de ma part de projeter ce que je pense. Les gens, en plus, quand ils te consultent toi, ne viennent pas pour ton intuition. Exactement. En fait, c'est ça, c'est qu'on a deux approches qui sont complémentaires parce que moi, les personnes, elles viennent pour mon intuition, elles viennent pour mon ressenti et pour mon canal médiumnique ouvert qui, clairement, est en action quand j'accompagne les personnes. Hein. Je peux pas dire non, je ne veux pas être médium, donc je bloque tout. Non, sinon je bloque tout. Mais c'est ça, c'est qu'on a vraiment et moi, deux ils viennent approches. pour cette connaissance du psyché et du comportement humain. L'analyse plus approfondie. C'est ça. Et du coup, je ne peux pas, éthiquement parlant, ça travailler. Voilà, je travaille avec mon intuition, mais je ne peux pas faire de suppositions. Et toi, on vient uniquement pour ça. Et en une... Enfin, c'est pas de la supposition. C'est du fait non. Qui est mis en lumière différemment. Voilà, mais moi, alors, quand je dis supposition, oui, c'est que une fois que tu as ton intuition qui est là, qui est réelle, une fois que c'est ça, il y a les axes de travail derrière. Et c'est là où, de mon intuition, je ne peux pas faire de suppositions par rapport à. En soi, toi, tu donnes l'info, tu donnes quelques outils, mais tu ne vas pas plus loin là-dessus. Ah non. Que moi, mon travail, c'est d'aller plus loin. Et donc, je ne peux pas me baser sur cette intuition uniquement, en tout cas. Ce que j'ai aimé, donc, c'est pas seulement le fait que tu aies donné les infos que j'avais, c'est que la manière dont tu l'as fait, tu n'as rien donné de. Alors, ce que j'appelle loufoque, tu n'y as pas mis un folklorique derrière, hormis ton swipe de tes pensées. Tu y as mis ce côté très cartésien que j'ai, ce côté de ok, t'as ton libre arbitre, moi je te donne des infos, après qu'est-ce que toi t'en fais? Et là encore une fois, je rebondis sur la notion de grâce à toi, j'accompagne des enfants, mais je m'interdis, et ça c'est propre à moi parce que d'autres ne le font pas, je m'interdis de venir déplacer des choses énergétiques chez un enfant. Je vais toujours dire ok, est-ce que c'est juste le fait qu'on mette ça un peu sous cloche jusqu'à ce que l'enfant soit en âge de l'accueillir? Parfois, la vie me dit, l'univers, la source, peu importe, Dieu, peu importe comment tu veux l'appeler, on en revient à cette notion de on s'en fout de comment on appelle ça. Si je reçois comme message
non, l'enfant doit le traverser maintenant, je ne mettrai rien sous cloche. Par contre, si on me dit, il n'a pas besoin de ça, il pourra y revenir plus tard, je vais juste venir alléger cette charge chez l'enfant. Et en fait, mon objectif, c'est pas de venir remettre des plans énergétiques en place, de venir couper des choses lourdes. Non, c'est juste en fait de venir nettoyer ce qui n'est pas nécessaire au développement actuel de l'enfant, mais sans le couper définitivement. Mais tu fais ça aussi avec l'adulte, hein? Alors, avec l'adulte, quand je vais être sur de la systémie, quand je vais être sur de la reprogrammation, sur l'adulte, ça va être différent parce que quand un adulte vient me voir et qui veut qu'on dégomme des croyances limitantes, je vais venir aller à la source de cette croyance limitante. Est-ce qu'elle est karmique? Est-ce qu'elle est transgénérationnelle? Est-ce qu'elle est dans son incarnation ici et maintenant? Et je vais venir couper cette croyance. Oui, mais... Chose que je ne fais pas chez l'enfant. Ok, oui, je comprends. Mais du coup, moi, ce que j'aime bien aussi chez toi, c'est que si la personne n'est pas prête à avoir l'info, tu vas pas le faire. Et de toute façon, j'ai demandé à ne pas recevoir les messages. Voilà. Et j'ai passé un deal avec ça, en fait, en disant, aujourd'hui, si je reçois un message, je veux qu'il soit pertinent pour la personne, je veux que ce soit le bon moment pour la personne de le recevoir, et je veux que ça lui apporte quelque chose. Je ne veux pas, et d'ailleurs tu en as été témoin, parce qu'il y a des fois où je t'ai dit, il y a quelque chose, mais je ne reçois pas le message. Et en fait, ça se débloque quand la personne, elle va entamer un accompagnement avec moi et qu'elle va débloquer des choses. Il y a des messages, il y a des infos qui vont se débloquer en même temps et qui vont faire évoluer. Moi, c'est ça, dans la médiumnité, l'énergétique et tout, c'est ça qui me faisait vraiment peur. Parce que ça peut être vraiment dangereux d'aller donner des informations quand la personne, elle n'est pas prête. Alors, pour partir dans la notion un peu de perché de cette énergie-là, combien de fois j'ai des personnes qui viennent me voir en consultation et qui me disent oui, mais alors j'ai vu une médium qui m'a dit que j'allais faire des grandes choses, ou que j'étais médium, et qui s'est arrêtée là, merci, au revoir. T'as fait, oui, mais tu fais quoi de ça? Ok, mais du coup, je suis médium, je vais faire des grandes choses. En fait, moi, la personne, je vais lui dire, mais on est tous médiums, les gars. On a tous des énergies. On est tous faits d'énergie. Ce que je fais, tout le monde est capable de le faire. C'est juste que certains vont avoir des facilités pour entendre, d'autres vont avoir des facilités pour visualiser des choses, d'autres vont avoir des facilités, l'écriture intuitive. Moi, l'écriture intuitive, c'est un truc où j'ai énormément de mal. Il y a des personnes, elles posent leurs mains, elles ferment les yeux et ça se met à écrire. Et ça, c'est pas mon point fort. Mais par contre, on a tous notre intuition, on a tous notre ressenti. Tu vas croiser quelqu'un, tu vas dire, cette personne, elle me met les frissons. Je suis pas à l'aise avec cette personne. Et souvent, ton intuition, elle te trompe pas. Et si à contrario, cette personne, des fois, tu vas te dire, j'aime bien sa vibe, j'aime bien son énergie, quand tu vas discuter avec cette personne, tu vas sentir qu'il y a un bon fond, il y a un vrai truc qui se passe. Et c'est là où je dis, ça sert à rien d'aller dire à quelqu'un, t'es médium, t'es ci, t'es ça, t'as des... C'est pas un don que j'ai, c'est juste que je l'ai travaillé, c'est juste que j'ai fait un travail sur moi, parce qu'alors ne cherchez pas à vouloir être médium si vous n'avez pas fait de travail sur vous, les gars. Parce que si tu fais pas un travail sur toi, le problème qui va se passer, c'est que tes merdes, tu vas les transmettre aux personnes que tu accompagnes. Donc à partir du moment où tu ne fais pas de travail sur toi, tu ne peux pas accompagner les autres. Et comme le travail sur soi, il dure toute une vie. Mais tu vois, c'est exactement le même principe que thérapeute ou psy ou psychanalyste, les médecins, les psychiatres. C'est ça qui est dangereux. Enfin, moi, je me fais accompagner tous les mois en supervision. Et personnellement, et en supervision, parce que c'est important de ne pas projeter ton propre vécu, ton propre travail. Tu peux parler de ton vécu. Ça, c'est une chose. Mais tu peux pas, quand tu travailles dans l'accompagnement des autres, projeter tes peurs, tes limites, tes croyances sur l'autre et lui amener en plus. C'est une personne qui vient avec toute sa vulnérabilité et tu peux pas vraiment lui transmettre tes croyances, tes peurs, ton prisme. Et j'irais même encore plus loin que ça, c'est que ce qui a marché sur toi ne marchera pas forcément sur quelqu'un d'autre. Et du coup, tes croyances et tes solutions ne vont pas forcément marcher sur cette personne. Et c'est pour ça qu'en début, on disait que c'est important que les personnes, elles viennent, elles trouvent leur solution. On est juste des guides, des accompagnants. On est là à un moment T de leur vie pour leur apporter des clés, des outils, des visions. Mais c'est leur solution. C'est ça. C'est à eux de se l'approprier. C'est ce côté-là où moi c'est ça que j'aime chez toi. C'est ce côté de libre arbitre, de vraiment d'y mettre. En fait,
Ok, t'as réfléchi dans cette société où on réfléchit vraiment pas assez. Réfléchis, mec. Mets ton cerveau en mec ou meuf, hein. Mets ton cerveau en action. Affine ton jugement. Et ok, on te propose des outils, à toi de t'en saisir. Et là aussi où je veux rebondir, dans le sens où il ne faut pas se projeter, c'est que quand on n'a pas cet accompagnement et cette formation, et ce qui a été important pour moi, c'était de me former sur cette posture professionnelle, c'est de se dire, c'est pas parce que moi j'ai vécu ça et que la problématique était telle personne ou telle situation, que la personne qui va vivre un trauma à peu près similaire va avoir le même élément déclencheur. Mm. Parce que c'est ça en fait, c'est qu'on va parler d'éléments déclencheurs, on va parler aussi de solutions, on va parler de tout ça, et encore une fois, chacun, même si on peut aujourd'hui se retrouver dans quelque chose qui peut sembler similaire, on a tous des parcours qui sont différents. Et on a des éléments déclencheurs différents. Et les personnes que j'accompagne aujourd'hui, qui pensent parfois avoir certains éléments déclencheurs, quand on recherche, on se rend compte qu'en fait, ben, Pas du tout. tu penses que c'est ça qui a déclenché ça, mais en fait, non, regarde tout ce que tu as mis sous le tapis pendant des mois, des semaines, des années. Et des fois, c'est même pas à toi, en fait. Ah, mais ah oui, moi, C'est- tout ce que je travaille sur la notion de transgénérationnel et de karmique, on se rend compte que on a beaucoup de croyances qui remontent à des générations, on a beaucoup de choses. Et là aussi où je trouve que on revient à être moins perché, c'est que pour moi, cette notion aujourd'hui de transgénérationnel et de karmique, alors moins le karmique, on va me dire le karmique, on n'a pas de preuves et tout, mais le transgénérationnel, on a des preuves que des traumas modifient les cellules. Ah oui, Que ça s'appelle l'épigénétique. c'est ça. Et en fait, il y a eu des études, il y a eu des scanners, il y a eu des images qui montrent alors déjà, les actions qui se passent, les traumas qui t'arrivent, modifient telle ou telle façon de faire dans ton cerveau. Mais il y a aussi ton ADN, ton génome, C'est ça. qui est modifié par ce que tu as vécu. Donc, c'est-à-dire que quand tu vis un traumatisme, tu modifies telle ou telle cellule et ça va être transmis à tes enfants. C'est ça. Et donc, ça veut dire qu'on porte les traumatismes de la guerre, de nos On grands-parents, remonte à peu près 8 générations. entre 6 et 8 Ouais. générations. Donc 6 et 8 générations, on est en 200. Ça va loin, hein. Et clairement, on n'était pas sur nos smartphones, hein. Non, Les traumas et les problèmes étaient bien différents des nôtres. c'est ça. Et c'est important de remettre la jugeote au centre de nos vies dans cette société où alors, on est comme tout, hein. On adore scroller sur nos téléphones. Il y a des moments où on a envie aussi de regarder des séries sur Netflix pour se poser, pour couper un peu le cerveau là qui fonctionne en permanence, même s'il se coupe pas totalement. Mais remettons le cerveau, la jugeote au centre du truc, quoi. Arrêtons de laisser les responsabilités aux autres. On les prend, on se met en action. Ça marche pas comme on veut, on adapte. Et on y va go, quoi. Et j'ai même envie d'aller plus loin pour rebondir sur ce que tu dis. C'est que notre vérité aujourd'hui n'est pas forcément vérité absolue. Et notre vérité est par rapport à notre vécu. Et encore une fois, on va même nous deux avoir Mais chacun a sa vision. C'est ça, chacun a sa vérité. Et ne serait-ce que parce qu'on a chacun notre prisme, notre histoire, nos croyances. Et on vit une situation. Alors là, c'est marrant. J'ai écouté un live il y a 2 jours là-dessus. Ne serait-ce que, voilà, on a chacun notre histoire, notre vision, nos croyances, notre perception, elle n'est pas la même. Donc en fait, ce qu'on pense vrai, bah tu sauras jamais si c'est réellement vrai, C'est ça. parce que chacun on va vivre quelque chose. Je vais te donner un exemple. J'ai perdu mon papa d'un cancer et je me souviens, on était mon frère, ma soeur, moi et ma maman avec le médecin. Sur 4 personnes, personne n'a entendu la même conversation. Il a fallu qu'on se mette. Alors, il y a une des 4 personnes qui était complètement dans le déni et qui n'a même pas entendu le quart des infos qu'il a entendu. Il va s'en sortir. C'est rien. Et les 3 autres, il a fallu qu'on aille mettre les infos bout à bout pour comprendre réellement ce qui se passait. Et sur les 3, on est 2 à avoir eu une vision beaucoup plus lointaine que ce que le médecin... Parce qu'en fait, le médecin, c'est un peu comme nous, hein. Il te dit que ce que tu es capable d'entendre. En tout cas aux proches, enfin même aux malades. En gros, tu peux pas le supporter et du coup, tu pourras pas lutter contre la maladie ou accompagner la personne malade. Et on était 2 à avoir compris. Elle nous parlait de nodules, donc
à tester, machin. Nous, on avait déjà compris qu'il y avait un cancer très grave et que sa vie, elle était en jeu. La finalité, c'est qu'il est parti. Dans cette conversation, on était 4. Et tu aurais pu mettre 5, 6, 10. Personne n'aurait eu la même version. Parce que chacun sa réalité. Et c'est aussi pour ça que chacun sa solution. C'est ça. Voilà. Tu vois, ça fait écho aussi avec ce que j'ai vécu quand j'ai perdu ma grand-mère paternelle, où en fait, ma grand-mère paternelle n'a jamais fait partie de ma vie. Enfin, vraiment, dans ma petite enfance, elle me gardait un peu, mais je veux dire, dans tout le reste de ma vie, elle n'a jamais fait partie de ma vie. Donc moi, j'avais une relation très distante avec elle. Et quand elle est décédée, ben pour moi, elle était déjà morte depuis des années. Mais par contre, ma cousine, elle, c'était sa grand-mère préférée. Elle avait une relation très fusionnelle avec elle. Elle était très proche d'elle. Et en fait, l'image qu'elle avait de ma grand-mère, je me disais, mais comment elle peut avoir cette image-là de ma grand-mère, alors que pour moi, ma grand-mère, elle est inexistante, elle n'a jamais été présente dans ma vie, elle ne m'a jamais apporté d'amour. Et en fait, encore une fois, on en revient à chacun son prisme et chacun sa vérité. Oui. Pour moi, c'était une mauvaise personne, parce qu'elle n'a pas été présente dans ma vie, mais pour ma cousine, c'était une personne très importante dans sa vie. Et ne pas être dans le jugement. Et peut-être que ta grand-mère, inconsciemment par tes parents, a été mis à l'écart parce que eux avaient leur vision de cette personne. Et que elle se disait, mais attends, on me prive de ça. Peut-être pas, hein. On ne saura jamais. Mais peut-être que toi, ce qui t'a donné cette vision de ta grand-mère, c'était peut-être indépendant de sa volonté. Je pense aujourd'hui qu'on est vraiment sur des notions de, encore une fois, de croyances d'époque. Où nous, en plus de ça, il y a eu un remariage. Et les Espagnols, à l'époque, on ne devait pas divorcer, on devait mourir avec la personne avec qui on s'était marié. Et je pense que toutes ces croyances-là ont impacté une relation. Mais aujourd'hui, justement, moi, j'accompagne les gens à se défaire de ces croyances. C'est pas parce qu'on t'a mis en tête que quelqu'un était mauvais, que cette personne est mauvaise. Cette personne, elle est peut-être mauvaise avec quelqu'un pour des bonnes raisons. Parce qu'elle-même, on lui avait mis en tête des croyances. Et qu'en fait, c'est juste ces croyances qu'elle répercute. Oui. Et c'est pour ça que, voilà, aujourd'hui, je n'ai pas de colère, je n'ai pas de rancœur, je ne l'en veux pas de ce qui s'est passé. Ça m'a aussi forgé, ça a fait qui j'étais. Mais du coup, ça m'a aussi permis de me rendre compte que tout dépend le prisme. Et c'est pour ça, ouais, c'est vraiment cette notion aujourd'hui de nos accompagnements. Quand les gens viennent vers nous, aussi, je pense qu'ils viennent vers nous parce qu'ils sont attirés par notre énergie. Parce qu'ils sont attirés par notre manière d'être. Et encore une fois, je suis heureuse de ne pas attirer certains types de personnes. Parce que ça ne collerait pas avec ma manière de travailler. Moi, je suis heureuse d'avoir rencontré des personnes toxiques parce que ça me permet de sortir de tout ça. Exactement. Et vraiment là, aujourd'hui, pour vraiment rebondir sur la fin de ce podcast, parce que je pense qu'il va falloir qu'on se laisse à un moment donné, aujourd'hui, justement, on lance un peu un appel à témoins de cette notion de si toi aussi tu as un parcours différent et que tu as su rebondir, ou même que tu es en plein doute et que tu te dis j'aimerais partager mon histoire parce que peut-être que ça peut aider des personnes, ou toute cette notion de je suis un professionnel de santé ou de la petite enfance, même pas forcément que de la petite enfance, ça peut être un professionnel scolaire ou autre. Ah oui, du handicap. En fait, il n'y a pas de limite, même du monde de l'entreprise. Aujourd'hui, si tu as envie de participer, peu importe où tu te situes, parce qu'on va faire des podcasts avec des invités en physique, mais on va aussi faire des podcasts avec des invités en ligne. Si tu as envie de nous rejoindre, de partager ton expérience, de partager ton histoire, ta vision de ce prisme, on recherche vraiment des personnes qui veulent participer avec nous à mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Et à participer au changement. C'est ça. Et à avoir... T'es pas obligé d'être fêlé comme nous. Hein. Non. C'est pas conseillé même d'être tout le temps fêlé. Mais qui que tu sois. Enfin, c'est un peu comme le McDo. Ouais. Viens comme t'es. C'est ça. Venez comme vous êtes chez nous. On accueille tout le monde à bras ouverts. Et en tout cas, ça m'a fait plaisir d'échanger moi aussi avec toi. Je suis heureuse. Vraiment, je suis heureuse et reconnaissante pour ce podcast, pour vous avoir avec nous et pour tout ce qui va venir avec ce podcast. Et je suis pleine de gratitude de t'avoir dans ma vie. Mais moi aussi. Pour ceux qui ont que le son, on est en train de se faire un câlin. Mais en tout cas, oui, je suis heureuse que tu m'aies proposé ce projet parce qu'initialement, c'est toi qui a eu cette idée. Et ça me fait plaisir de partager ça avec toi maintenant. Et en fait, ouais, j'ai vraiment envie de dire que ce podcast, en plus de venir du cœur, je pense qu'avant tout, il vient d'une nécessité qu'on a rencontrée toutes les deux. Oui.
Je pense que c'est vraiment nos parcours de vie qui nous ont emmenés aujourd'hui à vouloir pas forcément tout changer, parce qu'il y a des choses à garder. Oui, non, non, tout n'est pas mauvais, hein. Et puis il y a plein de choses qui ont déjà été mises en place. On a la chance, tout ce qui va être le mouvement MeToo, le comportement avec le consentement, cette notion de consentement qui est chère à notre cœur à toutes les deux. On a la chance que ça soit en place maintenant parce qu'il y a 20 ans, c'était pas ça. C'est ça. Cette prise de conscience, et moi je reste persuadée, aussi perché que ça soit, que dans 20 ans, nos enfants ils nous regarderont genre ah, mais tu te lavais pas ton énergie! C'est exactement Tu vois, comme enfin, t'avais pas internet quoi. c'est ça. Je suis persuadée qu'on va nous dire qu'on était sale parce qu'on lavait pas notre énergie. Mais ça me fait plaisir que quelqu'un de cartésien se dise aujourd'hui, purée, il faut laver ses énergies, quoi. Oui, et tu sais que maintenant, à la fin de mes séances, je me lave toujours les mains pour enlever. Et j'ai découvert les douches au sel. Je pense que c'est vraiment un moment de partage et qu'on a envie de partager avec le plus grand nombre. Pas pour être connu, pour être célèbre. Non, c'est juste en fait, je pense, pour que les gens se disent on n'est pas seul. Mm. Déjà, juste si une personne peut en nous écoutant se dire oh, je suis pas seule à traverser ça, pour moi ce sera quelque chose de gagné. Si on peut changer la vie d'une personne, mon taf est fait. Même pas changer, juste accompagne, éclairer à un petit instant. Et d'ailleurs, n'hésite pas, si tu connais quelqu'un qui a ce moment de solitude et qui n'a pas confiance, envoie-lui. Je te jure, c'est pépite. Mais non, quand je parle de cette notion de changer la vie, c'est-à-dire que cette personne, elle ait une prise de conscience, un déclic, Oui. et qu'elle se dise, Oui. c'est pas moi, c'est pas nous. Non, on oui, va c'est pas, cette... oui. c'est dans le sens où C'est avoir ce- ce déclic, avoir cette prise de conscience, avoir cette révélation. Je pense qu'aujourd'hui, on va pouvoir traiter des sujets très larges. Et d'ailleurs, n'hésite pas à nous dire aussi si tu as des sujets que tu aimerais nous voir traiter, si tu as des personnes que tu aimerais qu'on interviewe, s'il y a des choses en fait qui te tiennent à cœur. Coups de gueule aussi, Ouais. parce que ça nous arrive régulièrement d'avoir des petits coups de gueule. C'est ça. On peut y aller. Parce qu'après, on peut aussi faire des sessions de podcast, parce que là, on veut faire des interviews, on va aussi partager des sujets de nous, mais on peut aussi faire des questions-réponses. Et oui. Où vous nous posez des questions, on vous y répond. Et vraiment, tout ça mis bout à bout, je pense que ça va enrichir aussi nos personnes propres, Oui. nos âmes. Et dans tous les cas, chaque sujet qu'on traitera, de mon côté, et je pense te connaissant de ton côté aussi, ça sera suite à de la recherche. Oui. Je n'aborderai pas un sujet sur lequel je ne suis pas sûre, ou alors j'y mettrai toujours un veto de attention, le sujet que j'aborde là, la réponse que je vais donner, elle est propre, personnelle, et il n'y a pas de recherche là-dessus, alors que... Au-delà de ça, en plus, déjà, je m'avance pas quand je connais pas. J'adore apprendre, tu l'as dit, on adore apprendre. Et au-delà de ça, en fait, on vous l'a dit, il y a plusieurs vérités. Il n'y en a pas qu'une. On documente beaucoup ce qu'on fait, ce qu'on dit, mais on est loin de tout savoir. Et c'est ok aussi. Mais moi, je suis contente de pas tout savoir. Je m'ennuierais sinon la vie. Moi, j'adore apprendre. C'est mon but dans la vie. C'est apprendre. J'adore ça, apprendre. Et heureusement que je sais pas tout, tu vois. Donc, c'est ok. Viens confronter ton point de vue avec nous, si t'es pas d'accord. Et viens nous lancer des sujets. En tout cas, merci. Merci à toutes les personnes qui nous ont regardé jusque-là, qui vont partager ce podcast, qui vont le regarder ou l'écouter, parce que bien sûr, on va le faire sous les deux formats. Car sur vous. Mais voilà, merci. Merci à toi.